Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui j'accueille Caroline Michel-Varlet, préparatrice mentale spécialisée dans l'accompagnement des sportifs et des professionnels en quête de bien-être et de performance. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la santé mentale, Caroline construit ses accompagnements autour de valeurs fortes. Le non-jugement, le respect et la rigueur. Le tout avec toujours la même ambition, aider chacun à développer son autonomie mentale pour mieux exprimer son potentiel. Sportive amateur en trail running, elle a elle-même rencontré des blocages mentaux au cours de ses entraînements et de ses compétitions. C'est en cherchant des solutions pour mieux gérer son stress, ses douleurs et sa concentration qu'elle a découvert la préparation mentale. Dans cet épisode, on explore en profondeur comment la pleine conscience peut devenir un véritable allié dans les sports d'endurance. En d'autres termes, comment elle permet de mieux gérer la douleur, surmonter les moments de doute et accéder à une forme d'économie mentale et physique pour aller plus loin. Au fil de cette conversation, tu découvriras comment appliquer concrètement la pleine conscience pendant l'effort pour rester ancré et performant, la technique du scan corporel pour apprivoiser la douleur dans les moments clés d'une course, le switch, une méthode en 3 étapes pour détecter un blocage mental ou physique pendant l'effort et se recentrer rapidement sur l'action sans se laisser submerger, les exercices à intégrer dans votre routine pour développer ces techniques de préparation mentale, l'intérêt de tenir un journal de course pour progresser aussi bien mentalement que physiquement, et pour finir, Caroline nous partage une anecdote forte sur le jour où elle a porté la flamme olympique et ce que ce symbole a représenté pour elle. En bref, un épisode riche en conseils pratiques pour t'aider à muscler ton mental. Sur ce, je ne t'en dis pas plus, et je te laisse apprécier mon entrevue avec Caroline Michel-Varlet. Et comme toujours, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à laisser une revue 5 étoiles. Bonne écoute! Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Elodie. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Caroline, donc je suis préparatrice mentale, donc j'accompagne des sportifs tout niveau, donc sportifs de haut niveau mais aussi des sportifs amateurs. Donc le but pour moi c'est de les aider à performer tout en prenant soin d'eux, donc en ayant conscience de ce dont ils ont besoin pour bien se connaître, pour atteindre leurs objectifs. Ok, bah du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour les sports d'endurance, la course à pied, le trail en particulier, et qu'est-ce qui fait que t'as eu envie d'en faire ton métier via la préparation mentale justement? Alors moi, en fait, quand j'étais enfant, j'étais plutôt sportive, mais je faisais pas beaucoup de sport d'endurance. J'ai fait du karaté, de la danse, du tennis. Voilà, j'étais sportive, c'était des choses qui me plaisaient. Mais par contre, je détestais courir. Et j'ai détesté courir jusqu'à il y a environ une petite vingtaine d'années. Et en fait, j'ai vécu une rupture qui a fait que je me suis mise à courir pour vivre cette rupture, traverser un peu cette période difficile. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était bien de courir et que c'était agréable. Donc, je suis partie. J'ai commencé en faisant très peu de kilomètres. C'était des sorties de 20 minutes. Et puis, j'y ai pris goût et puis j'ai découvert finalement le trail running. Donc, et j'ai adoré pouvoir courir dans la nature, pouvoir découvrir des paysages. Enfin voilà, ça cultive en même temps mon goût pour l'émerveillement. Et en fait voilà, c'est vraiment ma passion. C'est quelque chose que je fais. Alors que j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait une pause de quelques années parce que je suis devenue maman entre-temps. Et là, j'ai repris il y a 3 ans, vraiment avec grand plaisir. Et voilà, je me challenge. Et là, mon prochain objectif, c'est de courir 50 kilomètres au trail des Templiers. Ok, en octobre du coup. En octobre, ouais, c'est ça. Ok. Et pour la partie prep mentale, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt eu envie de te diriger vers ce secteur-là? Et ben en fait, la préparation mentale, je me suis déjà intéressée pour moi. Parce que quand je courais, quand je commençais à prendre les montées en trail, je souffrais énormément et je me centrais beaucoup sur mes douleurs et j'en venais à appréhender justement de devoir monter des côtes. Et j'ai voulu chercher un peu quelle solution j'aurais pour dépasser tout ça, dépasser ces pensées parasites qui me bloquaient finalement, qui faisaient que les douleurs étaient encore plus présentes. Et donc, je me suis intéressée à la préparation mentale. J'ai découvert la sophrologie, la respiration en pleine conscience. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de me former pour pouvoir accompagner à mon tour des personnes
parce que j'ai trouvé que c'était tellement impactant et tellement aidant pour la pratique physique et pratique sportive. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à ça. Et donc je me suis formée en 2021 à la préparation mentale. OK, bon, on va en parler justement un petit peu Mmh. plus en détail. Donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je t'ai fait venir pour parler un petit peu plus pour être un peu plus précise de la pleine conscience et justement un Mmh. petit peu, comment est-ce qu'on peut mieux gérer son effort, grâce à ça? Donc pour commencer, est-ce que tu peux peut-être définir, le terme? Qu'est-ce que c'est, que la pleine conscience? Alors la pleine conscience, généralement, on fait souvent le lien avec la méditation de pleine conscience. Donc en fait, c'est vraiment en lien avec ça. La pleine conscience, c'est se centrer sur l'instant présent, c'est être pleinement dans cet instant et pas penser à ce qui s'est passé avant, à ce qui s'est passé après. Et ça implique aussi d'être pleinement centré sur nos sensations présentes. Et j'aime beaucoup l'utiliser dans le sport parce que ça a un impact quand même assez important sur la manière dont on va gérer l'effort. Surtout quand l'effort il doit être long et que on peut avoir plein de pensées parasites en lien avec l'effort qu'on va devoir faire. Par exemple, si on fait un ultra trail, voilà, on sait qu'on part pour plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on gère ça? Et la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qui peut aider à ça. Donc, ça aide à réduire le stress, l'anxiété, par exemple, en lien avec l'effort qui va être fait. Ça peut permettre de mieux gérer les douleurs, mieux gérer les pensées parasites qui pourraient nous bloquer. Euh, Ça aide à avoir une meilleure concentration et être plus persévérant dans l'effort. Euh, on gère aussi mieux son énergie. Finalement, il y a moins de fatigue mentale parce qu'on est moins pris justement dans les pensées qui pourraient nous bloquer. Donc ça fait que on est centré sur ce qu'on a à faire et c'est tout quoi. Et ça permet aussi d'avoir une respiration beaucoup plus efficace et donc voilà, c'est en lien avec l'effort. Ça permet d'avoir un effort plus efficace aussi. OK, et comment ça se manifeste concrètement? Comment ça se manifeste? Ouais, j'allais dire, par exemple, voilà, c'est quoi la différence entre, on n'a pas connaissance de ce que c'est que la pleine conscience, on déroule notre effort, classiquement, on va dire et quelle est la différence entre, voilà, le moment où on a appris ce que c'était et où on l'utilise concrètement, du coup? Alors du coup, si tu cours en pleine conscience, ça veut dire que tu décides en conscience sur quoi tu te centres. Ça veut dire que tu vas te centrer, je sais pas, par exemple, sur tes sens. Sur, par exemple, je me centre sur le bruit que ma foulée fait quand je cours. Et donc, ça me permet de me rendre compte, tiens, mes pas, ils sont plus lourds. Est-ce que ça veut pas dire que j'ai des tensions dans mon corps? Et donc, je vais devoir prendre conscience un peu où elles se jouent, ces tensions. Ça peut être aussi, OK. tiens, je décide de me centrer sur ma respiration, sur la sensation de l'air qui rentre par mes narines et qui ressort par ma bouche. Et du coup, voilà, ça me permet de me centrer sur, tiens, est-ce que ma respiration, elle est efficace? Est-ce que ça fait que mon corps il est suffisamment nourri en oxygène pour pouvoir maintenir l'effort? Donc voilà, ça peut être des exemples comme ça. Ça peut être plein de choses encore, plein de choses différentes. OK, OK, d'accord. Est-ce que d'une certaine manière, on peut parler un petit peu de «d'économie mentale» entre guillemets qui est permise par la pleine conscience? Comme si on utilisait moins d'énergie du fait de se focaliser sur une seule chose, plutôt que juste, laisser nos pensées, divaguer et venir comme elles viennent? Oui, en fait, peut-être que dans un premier temps, ça peut paraître quelque chose de très, quelque chose qui peut paraître difficile, la pleine conscience, parce que du coup, ça nécessite de se centrer que sur une seule chose. On n'est pas habitué à faire ça dans notre quotidien. Mais finalement, quand on s'entraîne régulièrement, ça peut devenir quelque chose de plus simple. Et donc, ça permet effectivement cette économie mentale euh, qui impacte aussi sur l'économie physique. OK. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup qu'il y avait, des possibilités un petit peu d'utiliser cet outil-là pour, mieux gérer les douleurs pendant l'effort. Tu as pris l'exemple des montées en trail, par exemple, tout à l'heure. Toi, concrètement, comment tu utilisais, cet outil-là, dans ton cas précis pour mieux gérer, mieux appréhender les montées en trail, par exemple? Et ben,
quand je me trouve face à une montée, parce que j'utilise encore cette technique-là, voilà, j'accepte que je vais avoir mal. Voilà, ça fait partie du jeu. Et en fait, je me centre sur ma respiration quand c'est comme ça. Je fais le nécessaire pour que ma respiration soit fluide, euh, ou en tout cas qu'elle soit le plus apaisée possible pour me permettre de tenir l'effort jusqu'au bout. Et je me centre, voilà, sur ça, ou alors je me centre sur le fait de faire des petits pas, et pas des grands pas, les petits pas les plus efficaces possibles qui utilisent le moins d'énergie possible. Donc voilà, c'est une alternance entre respiration et petits pas. Et je me centre que sur ça. Donc, dans un premier temps, j'accepte la douleur, je me centre sur ma respiration, je me centre en alternance sur mes pas, et voilà, ça fait une fois en haut, je me dis ouais, ça y est, j'ai réussi. Ok. Et du coup, est-ce que ça permet, on va dire, juste d'améliorer la perception de l'effort, donc c'est-à-dire que l'effort est plus agréable, ou est-ce que ça a quand même un impact sur la performance du fait que tu sens que l'effort est plus facile? Est-ce que finalement, bah, tu progresses, tu peux progresser en montée grâce à ça, par exemple? Bah, je pense que ça permet que la montée se fasse de manière plus efficace. Donc ça peut permettre effectivement de mieux performer, tout en se sentant mieux en fait. Les deux de toute façon sont clairement imbriqués pour moi. Tu vois, pour moi il n'y a pas de performance sans bien-être. Ok. Et voilà, ça permet ça. OK. Et si on prend, peut-être, plus parce que là, par exemple, une montée, bah, tu sais qu'elle va arriver, donc c'est «prévisible» entre guillemets. Si on prend un événement qui est un petit peu moins prévisible pendant une course, donc par exemple, je sais pas, ça fait, voilà, 6 heures, 8 heures, 10 heures qu'on est dans un effort et qu'à un moment donné, il y a un moment de bascule, qu'on commence à douter, qu'on veut s'arrêter, qu'on a mal. À ce moment-là, comment on y fait face? Enfin, quel levier est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est un petit peu différent? Est-ce qu'on doit s'y préparer en amont? Comment est-ce que tu gérais, ce type «d'imprévu» entre guillemets? Alors ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir y réfléchir en amont. De se dire bah tiens s'il m'arrive telle situation, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Et bon après il y a des choses que voilà auxquelles on ne pense pas forcément, et donc ce sont des vrais imprévus pour le coup, et dans ce cas-là on n'a pas le temps de s'y préparer. Donc ce qui est important dans ces moments-là, enfin, moi ce que je soutiens auprès des sportifs que j'accompagne, c'est bah, de réussir à se centrer sur ce qui dépend de soi à ce moment-là. Et ce qui dépend de soi, bah voilà, ça fait partie aussi de la pleine conscience, parce que on a plusieurs ressources en nous, on a des forces en nous, donc la préparation mentale, ça aide aussi à ça, à prendre conscience des ressources qui sont en nous. Et donc bah voilà, ça, ça nous aide aussi dans ces moments-là, face à des imprévus, à se dire bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? J'ai trop mal. Est-ce que j'ai besoin de ralentir? Est-ce que j'ai besoin de respirer? Est-ce que j'ai besoin d'utiliser des techniques apprises? Donc il y a des techniques en, en préparation mentale, comme le switch, qui permet de passer d'un état mental à un autre. En fait, il y a tout un truc à faire, tout un protocole à faire. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles comme ça pour permettre de gérer les imprévus de manière un peu plus apaisée et sereine en fait. OK. Est-ce que tu peux développer un petit peu le point sur, le switch justement? Oui. Alors le switch, c'est une technique qu'on utilise en programmation neurolinguistique et qu'on utilise beaucoup en préparation mentale. Donc en fait, ça s'inspire un peu de la pleine conscience quand même, parce que le but c'est de prendre conscience qu'à un moment on a des pensées parasites, donc des pensées qui nous bloquent, qui nous déconcentrent, ou des douleurs qui prennent trop d'importance, ou le fait qu'on se déconcentre un peu et par exemple qui fait que on est moins lucide sur ce qu'on a à faire. Donc c'est la première partie, ça va être prendre conscience de ça, de ce qui se joue, de ce qui peut nous bloquer, de ce qui peut nous déconcentrer. Et la deuxième étape du switch, ça va être de mettre un stop. Ça va être de décider, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je me dis dans ma tête stop, ou est-ce que je fais un geste qui pourrait impliquer ce stop? Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est à partir de ce que j'ai me suis dit, bah tiens, je vais me construire une phrase ou une image ressource, quelque chose qui va me porter, qui va faire que je vais me détacher des sensations, des pensées physiques, des pensées parasites. Euh,
Voilà. Et à partir de ça, ce qu'on utilise aussi en préparation mentale, ça va être la visualisation. Et donc, on va pouvoir intégrer un exercice de visualisation qui va permettre de trouver cet état ressource dont on aurait besoin en troisième étape pour revenir. Donc, le switch, généralement, ça, c'est un exercice que je travaille bien en amont avec les sportifs. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire le jour J pour la première fois. C'est un exercice qu'on travaille en amont parce qu'en fait, en préparation mentale, moi, ce que j'aime bien utiliser comme image, c'est le fait qu'on muscle le mental. Donc, en fait, comme les entraînements physiques, on va s'entraîner mentalement pour renforcer le cerveau et nous habituer à faire les choses pour que ça se fasse un peu de manière intuitive, spontanée. J'ai pas besoin de tant réfléchir que ça et que du coup le corps et le mental, ils se mettent en route rapidement parce qu'ils auront l'habitude d'avoir accès à ces techniques-là. Et donc le switch, généralement, on le travaille plusieurs semaines en amont avant l'échéance. Donc la personne le travaille, va travailler le switch en dehors des entraînements, puis après elle va les intégrer lors des entraînements, et puis après peut-être que si elle a des compétitions mineures, elle va pouvoir les intégrer lors de ses compétitions à des moments précis. Et puis après, le but c'est le jour de l'objectif. Si elle en ressent le besoin, comme ça elle peut y faire appel, et son corps et son mental sont habitués voilà à interagir avec ça. OK, d'accord, c'est intéressant. Du coup, est-ce que, tu pourrais nous décrire un petit peu, ce serait quoi une routine, on va dire, une routine type qu'on pourrait appliquer, sur sa semaine? Par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent, commencer à intégrer ça un petit peu dans leur routine, comment ils pourraient faire, concrètement? Pour intégrer le switch ou pour Ouais, pour l'intégrer un petit peu dans une routine, enfin, ce serait un petit peu quoi, combien de temps faudrait consacrer, par semaine, de quelle manière ce serait, alors déjà dans un premier temps, la première étape ce serait prendre conscience, tiens à tel moment qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que je suis moins efficace sur la route, sur le chemin? Qu'est-ce qui fait que ma foulée elle est moins efficace ou que je me déconcentre? Donc ça va être prendre ce temps-là, de noter et puis de mettre en place, de penser déjà au switch, voilà la phrase stop et la phrase, la pensée parade. Et dans un second temps, ça va être tester ça aux entraînements. Donc ça peut être par exemple si la pensée elle est en lien avec le fait que c'est trop long, que l'effort il est long, c'est tester ça par exemple en sortie longue. Ou si c'est le fait OK. que c'est trop douloureux, c'est tester ça en séance spécifique, en séance de côte. Si c'est un manque de lucidité dans les descentes, par exemple, c'est l'appliquer dans des situations bien précises où il y aurait, où voilà, ils ont pu constater qu'il y avait ce besoin-là. Donc en fait, en termes de routine, je dirais pas qu'il faut le faire un certain nombre de fois par semaine, mais plus de l'adapter en Ouais, fonction de l'objectif de ce switch. C'est vraiment OK. voilà réfléchir à pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ce switch. OK, ça marche. Du coup, au-delà du switch, justement, est-ce que tu as d'autres, exercices que tu pratiques, toi, ou tu recommandes aux personnes que tu accompagnes, que ce soit avant, pendant ou après l'effort, et qui pourraient, aider à diverses, divers aspects, on va dire, du mental? Parce que là, tu nous as parlé du switch. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire d'autres dimensions qui peuvent être, travaillées autrement? Oui, bien sûr. Toujours en lien avec la pleine conscience, il y a tout ce qui est donc méditation de pleine conscience qu'on utilise, par exemple, qui aide beaucoup à gérer tout ce qui est stress et anxiété pré-compétitive. Donc ça va aider, voilà, c'est si la personne elle sent qu'elle est trop débordée par le stress avant la compétition, ça va lui permettre de se détendre un peu, peut-être favoriser un sommeil plus apaisé, parce que voilà, on sait que des fois le stress il peut empêcher de s'endormir ou de dormir correctement. Donc voilà, ça peut être une technique qui peut aider. Elle peut aider aussi le jour J, hein, au moment de partir, si on sent que le stress monte. Voilà, prendre le temps de respirer en conscience,
ça peut aider aussi à apaiser un peu les battements du cœur, la respiration qui peut s'emballer, et donc à être pleinement disponible au moment où le départ va commencer, quoi. Et après, il y a une autre technique aussi qui s'appelle le scan corporel, que je conseille aux sportifs qui font des, des sports d'endurance pour les aider quand ils sentent qu'il y a des douleurs qui sont liées à l'effort, mais qui sont liées aussi à des tensions corporelles. Tu vois, des fois, le stress fait que on se tend. Et donc, le scan corporel, en fait, ça va... en fait, ça se déroule d'une manière à ce que la personne, elle va scanner, elle va prendre conscience de chaque élément de son corps. Donc, on peut partir du haut du corps ou du bas, peu importe. Et en fait, voilà, on scanne. Donc, tiens, au niveau du visage, est-ce que je suis décontractée ou est-ce que j'ai les mâchoires serrées? Est-ce que au niveau des épaules, ça va? Ou est-ce qu'elles sont fluides? Ou est-ce que je sens des tensions et du coup, ça fait que je suis moins efficace dans ma foulée pour voilà, dans le mouvement de mes bras. Ça peut être est-ce que voilà, ma respiration elle est fluide ou est-ce que c'est tendu et donc voilà, c'est important que je puisse relâcher. Et voilà, les jambes aussi. Enfin voilà, c'est le but, c'est de faire un scan total du corps pour voir s'il y a des tensions et si c'est le cas, de pouvoir en prendre conscience pour les relâcher. Et ça on peut le faire avant la course, pendant la course, et on peut même le faire après la course pour aider à la récupération. Ok. Et du coup, potentiellement, est-ce que ça peut mettre en lumière le fait qu'il y a, par exemple, il y a des moments où on sent on a l'impression que c'est difficile, et une fois qu'on a fait le scan corporel, finalement, on se rend compte que tout va bien et que c'est juste dans la tête et que ouais, la douleur, elle est un petit peu fantasmée finalement et qu'il n'y a pas, ouais, il y a pas, parce que ça peut avoir cet effet-là aussi ou pas Bien forcément. sûr. Oui, oui, parce que des fois le stress lié à l'effort fait que il y a des contractions qui se font, des tensions, et en fait c'est juste les pensées ou le stress qui impactent sur le corps. Et donc prendre conscience de tout ça, ça peut aider justement à relâcher et justement à ce que ces douleurs disparaissent. Ok. Et selon toi, à partir de quel moment dans sa pratique c'est intéressant de s'intéresser justement à ces pratiques-là, à la préparation mentale, etc. Est-ce que c'est plus fait pour des gens qui sont un petit peu avancés déjà, ou est-ce que c'est intéressant même quand on débute, et si oui, du coup, ce serait quoi un petit peu les différences, sur quoi on doit se focaliser plutôt quand on est débutant et plutôt quand on est plus avancé? Je pense qu'on peut commencer à tout moment. Ce qui est intéressant quand on commence, quand on débute et qu'on a comme ça des objectifs de plutôt liés à la performance, mais ça peut ne pas être que ça. Hein. Ça peut être aussi juste se sentir bien dans sa pratique et se lâcher un peu la grappe, parce que des fois il y a des pensées qui empêchent de profiter pleinement de la pratique sportive. Je pense que quand on commence au tout début, ça peut être intéressant de prendre des bonnes habitudes parce que ça va faire que ça va soutenir la pratique sportive et notamment la performance et la manière dont on se sent euh, pour pratiquer. Donc ça peut être impactant et soutenant quand on commence, et ça peut être soutenant aussi plus tard quand on est plus avancé, qu'on est plus expérimenté, à prendre du recul justement sur ce qu'on vit, euh, à pouvoir remettre un peu en question la manière dont on gère les choses, parce que des fois euh, il y a des questions qu'on se pose et puis on n'arrive pas à comprendre ce qui se joue. Donc ça permet une prise de recul en fait, et c'est intéressant. OK. Du coup, est-ce que tu recommanderais, éventuellement, par exemple, de tenir un journal de course, mental, on va dire? Où on noterait un petit peu ses sensations, au fur et à mesure des séances, et voir un petit peu l'évolution, au fil des années? Ouais, je trouve que c'est super intéressant. Ce que je conseille moi aux sportifs que j'accompagne, c'est ouais de se tenir un journal et de pouvoir noter quand ça a été difficile, qu'est-ce qu'ils ont appris de cette difficulté, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme piste d'amélioration, et puis voilà, de pouvoir noter leurs ressentis, ce qu'ils ont mis en place pour pallier à des ressentis désagréables, qu'est-ce qui les a soutenus, et puis voilà, enfin, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir avoir un suivi comme ça. Ça permet d'autant plus une prise de recul de manière, euh, voilà, c'est suivi, c'est marqué, et on peut y retourner quand on a besoin. Donc c'est ouais, c'est une très bonne idée.
OK, ça marche. Est-ce que toi, tu aurais des exemples un petit peu on va dire des études de cas, donc sans citer de nom, mais depuis que tu accompagnes des personnes, est-ce qu'il y a certaines histoires qui t'ont particulièrement marqué, où tu as vu, vraiment des transformations, voilà, grâce à l'application de ces outils-là? Oui, j'accompagne toujours une traileuse qui, au début du suivi, en fait, elle avait très peu confiance en elle. Elle se remettait toujours en question. Elle s'entraîne 4 à 5 fois par semaine et pour autant, en fait, elle disait que elle n'était pas sportive. Elle dit je suis pas sportive et en fait, elle considérait qu'elle n'était pas sportive parce que elle était très souvent dernière quand elle faisait les courses. Elle arrivait très souvent à l'arrière du peloton et en fait ça la mettait à mal. Et donc on a travaillé sur un peu cette croyance là de je ne suis pas sportive et on a mis en place voilà des outils. On a beaucoup travaillé sur tout ça pour qu'elle puisse enfin se considérer comme une sportive. Et en fait, à partir du moment où cette croyance qui était ancrée en elle depuis très très longtemps, à partir du moment où on a travaillé dessus, où elle a pu un peu la dépasser, et ben ça s'est joué différemment pour elle euh, quand elle courait, quoi. Déjà, si elle est dernière maintenant, ça lui arrive encore, hein, mais euh, ça l'impacte plus autant qu'avant. Avant, elle se mettait une sacrée pression. Euh, Elle perdait confiance en elle pendant qu'elle courait pendant la course, ce qui fait que bah il y avait des tensions au niveau du corps et que ça l'impactait encore plus. Il y a des fois elle a abandonné parce que vraiment ça la faisait douter. Et puis le fait d'abandonner, ça renforçait encore cette impression de pas être sportive. Et là depuis en fait, bah, elle se pose des challenges. Et peu importe si elle arrive dernière ou pas, là elle se prépare pour courir 50 kilomètres en septembre. Donc c'est une distance qu'elle avait jamais osé faire parce qu'elle s'en sentait pas capable. Et là, voilà, elle se lance donc quand même de quelque chose de grand quoi pour elle. Et voilà, donc il y a eu une sacrée progression en quelques mois. On a commencé l'année dernière, en fin d'année dernière, et là en 6 mois de temps, son mindset il a vraiment évolué, quoi. OK. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus le process? Enfin, par exemple, comment ça s'est passé un petit peu quand elle est venue te voir? C'était quoi un petit peu la 1re étape? Enfin, est-ce que c'est, par exemple, est-ce qu'elle, d'elle-même, elle t'a dit, «J'ai pas confiance en moi» ou c'est quelque chose que toi tu vas explorer, que tu vas comprendre par la suite? Et ensuite, ouais, c'est quoi un petit peu comment t'enclenches le processus et ensuite, comment tu déroules, derrière? Alors généralement, quand une personne vient me voir, la première chose que je fais avec eux, c'est ce qu'on appelle un entretien d'exploration. Donc, je prends le temps avec la personne de prendre connaissance avec elle. Donc, je lui pose différentes questions, qu'elle puisse me parler de ses points forts, de ses points faibles, de son environnement familial, professionnel, que je puisse vraiment avoir conscience de tout ce qui se joue pour elle. Et en fait, généralement, c'est à ce moment-là que les personnes peuvent parler de leurs difficultés, ce qui fait qu'elles sont venues me voir. Et donc cette personne-là m'a dit oui qu'elle avait peu confiance en elle et puis que ça la mettait en difficulté parce qu'elle arrivait souvent dernière. Après, il y a des personnes pour qui c'est un peu plus difficile de parler de leurs difficultés. Elles parlent de quelque chose qui est un peu plus en surface, on va dire. Et après, c'est les séances, c'est le suivi au cours des mois qui va faire que bah, elles vont aussi peut-être comprendre un peu plus ce qui se joue pour elles et elles vont pouvoir en parler. Et donc à partir de ça, bah, on va pouvoir enclencher quelque chose d'un peu plus percutant dans la proposition des techniques, dans même on a des séances voilà où on essaie de faire ressortir des pistes d'amélioration. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'aider la personne à prendre du recul. Et voilà, parfois il faut quelques séances avant que ça se fasse. Pas toujours facile pour les OK. personnes. OK. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as réussi à mettre un petit peu on va dire tes propres outils en place par rapport à enfin, à la base que tu as acquise, aux connaissances que tu as développées? Est-ce que toi, de ton côté, ensuite, tu t'es rendu compte que, ouais, que tu as développé un petit peu des méthodes, qui sont propres à toi et qui existent pas forcément, ailleurs? Alors je dirais pas que j'ai créé mes méthodes à moi,
Mais en fait, vu que je m'intéresse à plein de choses différentes, je suis un peu multicasquette. Je prends, je prends un peu tout ce qui m'intéresse et en fonction de ce que de la problématique de la personne, je vais l'adapter. Donc il y a des outils qui sont proprement préparation mentale, donc d'autres qui sont en lien avec la programmation neurolinguistique. Après, des fois, ça m'arrive de proposer de la phytothérapie pour soutenir aussi ce que je propose au niveau des techniques. Donc par exemple l'utilisation d'huiles essentielles ou des plantes pour soutenir si la personne il y a trop de stress et que les techniques seules de respiration ne suffisent pas, eh ben je vais leur proposer ça, mais je vais leur proposer aussi peut-être de réfléchir à leur hygiène de vie, voilà ce qu'elles mettent en place dans leur quotidien. Est-ce que en plus du sport qu'elles font régulièrement, elles ont assez de mouvement dans leur vie, parce qu'on peut être sportif tout en étant sédentaire finalement. Et donc voilà, il y a cette prise de conscience là. Il y a tout ce qui concerne le sommeil, l'alimentation. C'est plusieurs sujets comme ça que j'essaye d'amener pour permettre aux personnes d'avoir une globalité, une vue globale de ce qui se joue pour elles, pour qu'elles soient le plus efficaces possible une fois qu'elles doivent courir, quoi. Ok. Aujourd'hui, selon toi, est-ce qu'il y a voilà, des gros enjeux encore, des gros progrès à faire au niveau de la préparation mentale? Ouais, est-ce qu'il y a des secteurs qui, selon toi, sont pas encore assez étudiés, qui sont pas encore assez, ouais, pas assez développés et qui devraient peut-être l'être dans les années à venir? Bah, déjà, je pense que la préparation mentale, en France notamment, elle est dans ses balbutiements, dans le sens où on commence vraiment à en parler depuis peu, en fait, depuis quelques années avant les JO. On a commencé à en parler, les JO à Paris. Avant, c'était un peu laissé de côté, et là, on commence à en parler. Et ouais, ce que je pense, c'est que on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Hein, les neurosciences, voilà, on est au début et c'est vraiment un territoire inexploré finalement, notre cerveau. On a tellement de choses qu'on a encore à comprendre, et puis tellement de choses qu'on apprend tous les jours. Et je pense que voilà, ça va ça va continuer à se développer encore. On va sûrement découvrir de nouvelles techniques, des choses plus impactantes que ce qu'on met en place maintenant. Voilà, enfin moi je vois vraiment une évolution dans les années à venir à ce niveau-là. OK. Hem, est-ce que tu utilises on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que toi tu as des ancres, on va dire, des gestes, des mots, ouais, des mantras que tu te répètes, régulièrement pendant l'effort? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment propres ou est-ce que tu adaptes, tu les crées un petit peu au fur et à mesure en fonction de tes besoins? Alors moi, dans les montées, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je me répète une phrase, c'est allez, t'es une battante. Je me répète ça plusieurs fois. Donc ça c'est un OK. mantra quand je fais mes trails. Après il y a quelque chose qui me porte beaucoup, c'est la phrase de Nelson Mandela. Euh, euh, je ne trouve plus. Je ne rate jamais. Heu, Soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, c'est quelque chose qui me OK. porte parce que pendant très longtemps, je me bloquais. J'avais peur de l'échec. Et donc, enfin, pour plein de choses, hein, que ce soit pour le sport, mais aussi plein de choses du quotidien au niveau professionnel. Et donc, cette phrase-là, elle me porte. Elle me porte énormément. Et du coup, ça me permet de voir l'échec d'une autre manière. De me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai appris là de cette situation qui était difficile. Donc, voilà, c'est ça. OK, ouais, c'est marrant, tu vois? Je m'attendais pas, ouais. Ouais, c'est marrant, je m'attendais pas à ce type, de mantra justement, je m'attendais à des trucs, un peu plus concrets, tu vois? Enfin et c'est ouais, c'est intéressant d'avoir cette approche-là justement, ouais. Parce que moi, par exemple, tu vois, il y a quelque chose que je peux me répéter, quand c'est plus quand il y a une douleur un petit peu imprévue qui apparaît au bout d'un certain temps d'effort, où je me dis, «La douleur n'est qu'une information et je j'ai pas besoin de cette information tant que j'ai pas passé la ligne d'arrivée» et au bout d'un moment, au bout de Mmh. 5-10 minutes, au final, j'ai réussi un peu à passer outre et à oublier, pas que j'ai mal quelque part, quoi donc ouais, c'est intéressant. Moi, j'essaierai aussi, ouais, de mixer un petit peu les, les 2 approches, du coup. Il y a plusieurs choses possibles. Euh, et moi, il y a une phrase qui me porte aussi, c'est je me suis préparée pour ça.
Et j'essaie de réfléchir, voilà, Ok. revoir tout le parcours, tout ce que j'ai fait avant. Voilà, tous les entraînements, toutes les sorties, les séances de renforcement, le yoga que j'ai fait pour m'y préparer et me dire ouais c'est bon, t'es prête, tu t'es préparée pour ça, ça y est. Ok. Ok. Et du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu as un petit peu des petits conseils justement pour qu'ils, comment est-ce qu'ils peuvent se créer un petit peu leur propre mantra? Est-ce qu'il faut pas forcément trop y réfléchir et voilà, c'est un petit peu ce qui nous vient? Ou est-ce que, ouais, il y a des manières de trouver un petit peu ce qui va fonctionner pour nous, ouais, ce qui va fonctionner pour nous? Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir vraiment personnaliser les choses, de pouvoir réfléchir, bah tiens, de quoi j'aurais besoin si je me sens en difficulté ou si j'ai besoin d'être portée, ce serait quoi qui me ferait du bien? Imaginons, enfin, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'imaginer, bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais entendre si s'il y avait mon meilleur ami avec moi, qu'est-ce qu'il pourrait me dire dans ces moments-là? Qu'est-ce qui me porterait? Et du coup, bah de créer peut-être en amont. C'est plutôt pas mal de le faire en amont parce qu'on a le temps de se préparer. On peut même l'ancrer d'une certaine manière, c'est-à-dire se l'écrire et sur une feuille ou se l'imprimer. Moi, j'aime bien faire ça. Imprimer des phrases qui me portent et les mettre sur le mur OK. ou les mettre sur le fond d'écran de mon ordinateur ou de mon téléphone. Et comme ça, voilà, c'est des choses qui s'ancrent en fait parce que je les vois régulièrement. Donc voilà, c'est ce que je pourrais OK. proposer. OK, ça marche. Ouais, je le faisais à une période aussi. Je devrais peut-être reprendre. Est-ce que toi, tu as un petit peu des on va dire, ouais, des rituels, d'avant-course ou de veille de course, voilà, quand tu prépares une grosse échéance? Est-ce que, ouais, tu as un petit rituel que tu fais la veille au soir ou le matin avant la course ou des choses que tu recommandes à tes athlètes? Ce que je recommande, bon, déjà, ce que je recommande à mes athlètes, c'est d'avoir toujours le même rituel, parce que ça fait partie de la routine de performance, donc c'est quelque chose qui rassure et qui fait du bien et auquel on peut se rapprocher quand c'est un peu difficile. Et moi, personnellement, mon rituel, bah, je mange régulièrement les mêmes choses. Alors, c'est du riz avec du poisson, voilà, donc j'ai mes trucs bien spécifiques. Et après, pour favoriser mon sommeil, parce que je peux avoir tendance des fois à être un peu nerveuse et donc l'endormissement se fait plus difficilement. Bah, en fait, j'ai mon rituel de cohérence cardiaque. Donc, c'est un exercice de respiration, alternance 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Et ça, c'est vraiment efficace. Ça m'aide vraiment à apaiser les choses, à m'endormir. Donc voilà, c'est ça mon rituel pour le coucher. Et ouais, je réfléchis par rapport au lendemain. J'ai pas de rituel spécifique le lendemain. Je dirais que j'essaie de, si il y a quelque chose, j'essaie de visualiser l'état dans lequel j'ai besoin d'être pour tout donner. Donc voilà, je me répète OK. aussi cette phrase, t'es une battante, et puis j'essaie vraiment de m'ancrer de cette énergie dans laquelle je voudrais être. OK, ça marche. Écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous faire on va dire, un petit résumé des take-away, on va dire, pour les personnes qui nous écoutent? Voilà, ce serait quoi les deux trois choses essentielles qu'ils devraient retenir de tout ce qu'on s'est dit, jusque-là? Bah, ce qui est important de retenir, je dirais, c'est vraiment de personnaliser à soi, de prendre conscience de ce dont on a besoin. Donc, que ce soit pour les mantras ou même mettre en place la pleine conscience dans sa pratique, c'est prendre conscience, bah, tiens, de quoi j'aurais besoin pour que ça me soutienne. Donc, est-ce que j'ai besoin de m'aider, de me soutenir dans les pensées parasites? Est-ce que j'ai besoin d'être soutenue par rapport à un stress qui pourrait me déborder? Est-ce que j'ai besoin d'être soutenue par rapport à mes douleurs pour m'aider à être le plus efficace possible une fois que la course a commencé? Donc voilà, ce serait ça. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est d'être régulier. Quand on se prépare mentalement comme ça, c'est de pas le faire en amont. En fait, c'est comme la nutrition. On choisit pas le jour de la course pour mettre en place, voilà, pour choisir. Bah, tiens, je vais tester ce gel-là, je vais tester cette boisson, et puis on fait pas ça le jour de la course. Et ben c'est pareil pour la préparation mentale. On fait ça en amont, on teste. Comme ça permet de voir si ça nous convient, comment ça nous impacte. Et donc voilà, ce serait ça les deux choses que je pourrais conseiller.
OK, ça marche. Avant de passer aux 3 petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé aborder? Non, bah, écoute, mmh, Ou une leçon, voilà, que tu aimerais, voilà, un conseil, peu importe, ouais, un petit mot de la fin ou c'est pas obligatoire, mais si, tu vois quelque chose, ouais, qui te paraît essentiel et ouais, qu'on n'aurait pas abordé, hésite pas. bah, juste peut-être dire que cette histoire de pleine conscience, en fait, elle est utile pour performer, mais elle est utile aussi pour gagner en bien-être dans son quotidien. Et donc, si ça parle aux auditeurs, bah, je leur conseille de tester et puis de pouvoir l'intégrer dans leur quotidien. D'ailleurs, déjà, de l'intégrer dans leur quotidien avant de l'intégrer dans leur pratique. Voilà, ce serait ça, finalement, le petit plus que je voudrais Bien rajouter. sûr. OK. Oui, parce que finalement on l'applique, là, le podcast était sur la thématique du sport, donc on l'applique au sport, mais évidemment on peut l'utiliser, Bien sûr, dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au travail ou, ouais, dans les oui. relations, peu importe, ouais. Ah oui, oui. OK. Du coup, pour conclure l'interview, j'ai 3 petites, questions rapides à te poser. Oui. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Oui, j'ai beaucoup aimé Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. C'est OK. un livre de développement personnel qui a été très porteur à un moment de ma vie où j'étais un peu bouleversée. J'ai vécu un burn-out quelques années, quelques mois en arrière. Et en fait, ça m'a beaucoup soutenue pour retrouver un peu les repères qui pouvaient me porter. Donc c'est un livre que je conseille vraiment aux personnes pour leur permettre voilà de retrouver enfin de trouver du sens dans leur vie, de pouvoir organiser leur vie de manière impactante pour elles, pour les autres. Enfin voilà, ça permet vraiment un recul sur soi et de pouvoir avancer ensuite. Donc ouais, c'est vraiment un des livres que je conseillerais. OK, ça marche. 2e question, s'il y avait une seule valeur que tu voudrais transmettre à la prochaine génération de sportifs, laquelle serait-elle? Et ben ce serait la persévérance. Parce que la Mmh. persévérance, en fait, c'est ça qui permet qu'on continue à avancer même quand c'est difficile, malgré les moments compliqués, les obstacles, les échecs. Et en fait, c'est ça qui va permettre finalement de progresser, d'avancer, de mieux se connaître, d'apprendre sur soi, d'apprendre sur la vie. Et donc vraiment, cette persévérance, elle est essentielle, je trouve. Euh, et donc vraiment le message que je pourrais dire à, à ces futurs sportifs, c'est de ne pas lâcher. Et ça, que ce soit dans le domaine du sport, mais aussi dans tous les domaines de la vie, c'est voilà de garder le cap et voilà de persévérer à tout prix, même s'il y a des moments compliqués, quoi. Pas perdre espoir. OK, ouais, c'est très belle, très belle transmission. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Oui, j'ai porté la flamme olympique en juillet et alors c'est pas directement une anecdote de sport, mais c'est en lien avec le sport. Et en fait, j'avais envie de parler de ça parce que ça a été vraiment un moment très porteur pour moi, plein d'émotions. En fait, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir porter cette flamme. Euh, voilà, c'était un moment de liesse. Enfin, les personnes dans les rues étaient pleines de joie. Enfin, c'est rare en fait de voir les personnes comme ça avec tous ces sourires et c'était vraiment un magnifique moment. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va me marquer à vie, quoi, que je vais garder en moi à vie parce que c'était vraiment un magnifique moment. OK, qu'est-ce qui fait du coup que tu t'es retrouvée à porter la flamme olympique? Et ben j'ai candidaté et puis ma candidature elle a été retenue. Mais en fait ouais. Quand j'ai vu qu'ils cherchaient des porteurs, je me suis dit: «Ah, j'ai envie de vivre cette aventure», enfin, ça me parlait énormément. Les valeurs, des Jeux olympiques, c'est quelque chose qui me parle complètement, hein, l'entraide, le dépassement de soi, enfin voilà, c'est des choses vraiment qui qui me portent et j'avais vraiment envie d'en faire partie, quoi. OK, ouais, je savais même pas que ça se passait comme ça, qu'il fallait, candidater et ouais, OK, ouais, ça c'est marrant. Bon, je pense que les célébrités, elles avaient pas besoin de candidater, mais Oui, les ouais, personnes comme moi. forcément.
Mais comment ça se passe après? C'est en fonction des profils? Enfin, j'imagine, faut avoir quand même un lien, voilà, une appétence pour le sport et c'est ensuite, en fonction des profils, ils choisissent des gens un petit peu complémentaires et qui vont, ouais, qui vont apporter, des choses différentes, Ouais, il fallait avoir une appétence pour le sport ou alors avoir une place au niveau associatif, enfin mettre des choses en place au niveau associatif. Voilà, il y avait plusieurs choses qui étaient mises en avant et puis bah c'était à nous de mettre en avant voilà notre spécificité et ils ont sélectionné à partir de ça. Donc je crois qu'on a été 10 000 porteurs. Moi, je crois OK. que c'est ça. Et oui, là, je sais pas combien qu'on postulé, donc je me rends vraiment compte de la chance que j'ai eue OK. d'être sélectionnée. Mais écoute, merci pour le partage. Bah, avec Avant de se quitter, peut-être est-ce que tu veux nous partager un petit peu les liens sur, pour tous les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes accompagnements, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur LinkedIn, donc à mon nom, donc Caroline Michel Varlet, et on peut me retrouver sur Instagram, donc c'est Au cœur du mental. C'est le nom de mon entreprise. OK, ça marche. Bah, écoute, je mettrai les liens en description. Bah, sur ce, OK, je super. te je te remercie pour, je te remercie pour l'interview. C'était vraiment intéressant. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation pour la suite. Eh ben, un grand merci à toi, Elodie.